Christian Monjou, bonjour, bienvenue à The Farm, merci d'avoir accepté notre invitation. Si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que vous faites partie des rockstars de YouTube pour nous. C'est-à-dire que quand on regarde un peu vos conférences en ligne, sur Internet et sur les réseaux sociaux, etc., ça donne une patate d'enfer et on a envie d'innover, on a envie d'entreprendre. Alors peut-être que vous pouvez vous présenter rapidement votre parcours. Oui, alors moi, disons que j'ai enseigné pendant pratiquement 40 ans de ma vie. J'ai eu la chance d'enseigner en deuxième partie de carrière, même oui, dans les deux tiers de ma carrière, dans des établissements prestigieux. Mais c'était peut-être pas ça le plus important, c'était évidemment la qualité des gens auxquels j'ai eu la chance d'enseigner, des gens souvent probablement plus intelligents que moi, et qui donc demandaient un minimum de travail et d'effort de ma part pour. Euh, c'est dans ces métiers d'enseignement que grâce à l'intermédiaire d'une ancienne élève, Christine Caillol pour ne pas la nommer, j'ai pu, j'ai été invité à intervenir dans une grande maison qui était EDF à l'époque, euh, à une époque où quelqu'un qui s'appelait Jean-François Roux avait décidé de créer ce qui s'est appelé l'Institut du Management. La devise de Rowe, c'était pas de recette, rien que des solutions. Euh, L'idée était probablement de sortir un peu du monde entrepreneurial, d'aller rencontrer des choses importantes, on peut dire de grandes choses, oui, probablement de grandes choses, et de revenir à l'entreprise, le regard un peu à la fois lavé et nourri par ces rencontres. Alors, c'est là où il y avait des gens comme François Julien, le sinologue, André Tubeuf, le musicologue. Voilà, moi je suis entré là-dedans à la demande de Rowe, encore une fois grâce à Christine Caillol, à cause de ce que j'avais commencé à faire sur Shakespeare à l'époque, qui était une réflexion donc non pas tant érudite sur Shakespeare lui-même que euh, en quoi le fait de regarder Shakespeare permettait de réfléchir sur l'exercice du leadership. Ceci alors pourrait se dire de pas mal de pièces de Shakespeare, mais c'est vrai que probablement l'endroit privilégié, ce sont ce qu'on appelle les pièces historiques, qui ne sont pas les pièces qu'on regarde le plus souvent en France parce qu'elles supposent une petite connaissance de l'histoire d'Angleterre, en particulier de ce moment fondamental, fin 14e, fin 15e, un siècle où l'Angleterre va vivre comme d'autres nations, la France, avec la querelle des Armagnacs et des Bourguignons, va vivre l'effondrement, enfin la mutation du régime féodal en autre chose, en l'État moderne. Et il y a des figures effectivement de rois shakespeariens qui sont des figures de modèles et d'anti-modèles de leadership. On peut citer pour les anti-modèles quelque chose probablement comme les deux Richard, Richard II et Richard III, dans des registres complètement différents. Et puis parmi les modèles positifs, probablement l'Henri V, probablement aussi dans la version de Branagh. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de travailler sur Shakespeare à partir de livres, c'était de travailler à partir de versions filmées, qui introduisaient aussi dans la réflexion sur le leadership tout un travail sur, disons, les aspects matériels quotidiens du leadership, c'est-à-dire la posture dans l'espace, la maîtrise du temps, tout ce qui est de l'ordre du rôle, et pas simplement de l'identité. Le leadership, c'est une dialectique de l'identité et du rôle, du visage et du masque. Et c'est vrai que le théâtre permet, le théâtre filmé, l'expérience du théâtre, mais en principe au théâtre, on n'a pas le temps de s'arrêter pour commenter, pour expliquer ou pour expliciter pourquoi tel jeu de scène, pourquoi telle intonation de voix, etc. Alors que là, évidemment, la version filmée permettait, pour des cadres dirigeants, pour des dirigeants d'entreprise, d'arrêter et de réfléchir, évidemment, sur pourquoi l'acteur disait son texte de telle manière, pourquoi il se positionnait, pourquoi le metteur en scène l'avait positionné de telle ou telle manière dans l'espace, qu'est-ce que ça représentait pour l'exercice du leadership, etc. Et donc, moi, c'est comme ça que je suis rentré dans l'entreprise. Euh, je dois ensuite énormément à Patrick Dumonteau,
qui, à la demande de Daniel Lebeil, avait créé puis dirigé l'université de la Caisse des dépôts, qui, je crois, est restée une université assez mémorable dans l'histoire des universités d'entreprise, une très très grande intelligence du recrutement et de la programmation, du recrutement des experts et de la programmation, qui, je le sais, a laissé des souvenirs très, enfin, très prégnants pour les gens de la Caisse des dépôts qui ont pu assister à cela. Et puis après, moi j'ai eu la chance d'être invité à intervenir régulièrement dans les clubs APM, dans les groupes GERM, à HEC Executive Education maintenant, dont je rencontre très 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 régulièrement des chefs d'entreprise et je m'aperçois qu'effectivement, en temps de, s'il faut, je crois qu'on est tous convenus d'appeler en temps de crise, hein, la crise, un des effets manifestes de la crise, c'est la disqualification finalement des recettes habituelles. Et la crise impose finalement l'invention, l'innovation dont vous parliez, Frédéric, à l'instant. Oui, la crise appelle l'innovation. Et l'innovation appelle probablement à sortir justement de l'habitude. Et peut-être qu'un des moyens les plus productifs de sortir de l'habitude, c'est d'aller vers la culture générale, c'est-à-dire de se confronter à... Alors ça peut être de la création artistique, ça peut être de l'histoire, ça peut être des références littéraires, ça peut être ce qu'on voudra, mais tout ce qui va apparemment détourner de l'immédiateté, tout ce qui va apparemment détourner du, comment dirais-je, de la simple réaction automatique, problème, solution. Quand il y a ce problème-là, on applique telle solution. Il se trouve d'abord que les problèmes changent et donc disqualifient les solutions toutes faites. Et donc il faut réinventer, de préférence en équipe d'ailleurs, des solutions. Des solutions, est-ce que le mot est juste? En tout cas, des manières de confronter le visage plus énigmatique du réel. Et voilà, donc c'est vrai que mon expérience à la fois d'enseignant, une passion développée très jeune pour les images, font que j'ai pensé de plus en plus à utiliser des références culturelles, des images, un travail sur l'image, sur l'histoire, pour aider à une réflexion la plus contemporaine possible. Voilà. Alors vous avez utilisé le mot de crise. J'aimerais rebondir là-dessus. Nous, à l'agence, on pense que nous vivons une nouvelle renaissance, rien que ça, qui nous situerait à peu près à la fin du Quattrocento, début Cinquecento. Donc aussi à un moment de crise dans l'Italie, l'Italie de ses condottieri et de ces grandes cités-États. Et cet Internet, cette disruption qu'amènent ces immenses entreprises, on cite souvent l'exemple de la plus grande entreprise de transport, Uber, qui n'a pas une seule voiture, ou la plus grande entreprise de tourisme et d'hôtellerie, Airbnb, qui n'a pas un seul hôtel, etc., fait que en 10 ans, ces entreprises ont changé véritablement le monde, changé l'économie globale. Et donc c'est là-dessus que j'ai envie de rebondir. Qu'est-ce que ces entreprises ont compris du monde? Ça, je ne sais pas trop ce qu'elles ont compris du monde. Hein. Ce qui me paraît, enfin moi, ce qui me parle beaucoup dans ce que vous avez dit, c'est une idée que j'avais développée lors d'une convention nationale de l'APM à Marseille il y a quelques années, dont on m'avait demandé de faire l'ouverture. Et j'avais utilisé quelques points de convergence entre ce que nous ressentons du quotidien aujourd'hui et ce que probablement les gens de la Renaissance ont ressenti. C'est clair que l'invention de l'imprimerie a des liens évidents avec le développement du digital.
Est-ce qu'on peut parler de nouvelles cartes du monde au sens de grandes découvertes? Probablement pas, mais au sens de grandes redécouvertes, comme la réémergence de la Chine, par exemple, qui font que les équilibres mondiaux ne sont plus les mêmes. Et j'avais dit quelque chose qui, je crois, correspond tout à fait à ce que vous venez d'exprimer, c'est que nous l'appelons une renaissance, ils l'ont vécu comme une crise. Nous le vivons comme une crise, est-ce qu'un jour on pourra parler d'une renaissance? Voilà, c'est en ça, je pense qu'il y a effectivement un parallèle très fort. Quand on est confronté à ce changement, on a tendance à l'appeler une crise. C'est a posteriori, évidemment, qu'on sera amené à le définir comme une renaissance, mais je pense que votre intuition est juste. Il y a probablement, chez beaucoup de gens à l'heure actuelle, le sentiment d'une crise que je pense les historiens décriront comme une renaissance. En fait, on doit pouvoir déjà faire l'expérience, effectivement, de cette renaissance. La crise, c'est toujours la fin de grilles de lecture. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des grilles de lecture qu'on appliquait sur le monde et qui semblaient fonctionner. Et puis à un moment, visiblement, les grilles de lecture ne sont plus appropriées. Parce que, alors c'est des choses qui sont assez simples. Hein. Le changement est l'être même du vivant. Donc normalement, nous avons l'occasion de nous y adapter, dans la mesure où ce changement se produit relativement lentement et de manière limitée à certaines zones d'expérience. Et puis je pense qu'il y a effectivement dans l'histoire des moments où à la fois le changement s'accélère et se généralise. Donc nous n'avons plus la capacité de nous adapter. Enfin, nous trouvons l'adaptation extrêmement difficile. Et c'est ça, je pense, qu'on appelle une crise, c'est quand l'adaptation devient extrêmement difficile. C'est vrai, j'y ai fait allusion, et je suppose que c'est aussi une des choses auxquelles vous pensiez. C'est clair qu'on vit à l'heure actuelle ce qui arrive de temps en temps dans l'histoire. Hein. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière, mais c'est pas un phénomène très fréquent. C'est vrai qu'entre 1756 et 1763, on assiste à un changement, à un transfert de leadership global, probablement entre la France et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, nous assistons à un transfert de leadership global entre les États-Unis et la Chine. Je crois que c'est quelque chose auquel il faut que les entreprises, évidemment, se préparent. Enfin, je pense que beaucoup s'y sont déjà préparés. Mais c'est vrai, c'est un donné de la vie des entreprises qui aurait pu, il y a 25 ou 30 ans, 40 ans, apparaître un peu lointain, mais qui, du fait d'Internet dont vous parliez à l'instant, ne l'est plus. C'est-à-dire que une entreprise aujourd'hui, au niveau de ses fournisseurs et ses clients, d'une certaine manière, où elle est globalisée, ou elle n'est pas. Et une entreprise n'a pas d'excuse, sauf évidemment, et c'est là probablement une des choses sur lesquelles dont on pourrait légitimement s'offusquer. Encore faut-il que la couverture en 4G du réseau, du territoire national soit complète, ce qui n'est pas le cas. Alors, on comprend que des opérateurs privés n'ont peut-être pas très envie de dépenser beaucoup d'argent pour des endroits qui risquent de ne pas être rémunérateurs, mais là, la notion de service public, elle joue pleinement son rôle, et dans un domaine qui n'est peut-être pas si complexe que ça à organiser. Donc, voilà. Je suis très frappé, rencontrant des chefs d'entreprise chaque semaine en nombre assez important, de la dynamique d'ouverture de ces gens. Je trouve que il y a une qualité d'ouverture qui se manifeste par la connexion et qui se manifeste par le voyage. Il y a... Est-ce que c'est à Santo Spirito? Je crois que c'est à Santo Spirito à Florence, puisque vous citiez Quattrocento et Cinquecento. Il y a Santo Spirito, qui est une église de Brunelleschi située à Oltrarno. Il y a un tableau de Filippino Lippi, le fils de Filippo Lippi, et de la nonne de Prato. Il y a un tableau qui s'appelle la Pala Nerli, et qui est une pala
tableau d'autel traditionnel avec une Vierge à l'enfant accompagnée d'un Saint Jean-Baptiste, et puis à droite, de la Vierge, enfin à droite de la Vierge, à gauche pour nous, un donateur accompagné de son Saint Patron, et de l'autre côté, en face de lui, la donatrice accompagnée, enfin, ou la femme du donateur accompagnée de sa Sainte Patronne. Et alors, c'est là l'intéressant, c'est finalement l'arrière-plan. Il suffit là aussi d'aller sur Internet, c'est ça qui est merveilleux, on trouve un détail qui est quand même très révélateur. C'est-à-dire que d'abord, on est sorti du Fond d'Or. À l'arrière-plan du tableau, vous avez un quartier de Florence où habitait Nerli. Et vous avez la maison de Nerli et vous avez la porte qui permet de sortir de Florence. Et on voit que ce personnage, qui apparaissait au premier plan avec son saint patron, ce personnage est en train d'embrasser sa femme et sa fille parce qu'il s'en va. Et alors j'ai souvent dit, le tableau est absolument fondamental. Si on se souvient du grand Pisanello qui montre la Vierge et l'enfant en haut dans une sorte de halo doré avec à la droite de la Vierge évidemment Saint Antoine le prêtre, à la gauche de la Vierge Saint Georges le chevalier, on voit bien grâce à la Palanerlite, on est en train de sortir d'un monde du prêtre et du chevalier pour entrer dans un monde du marchand banquier. C'est-à-dire qu'on entre dans un autre monde, on n'est plus dans le monde du dogme, et on n'est plus dans le monde de la force, on est dans le monde de la valeur et du contrat, ce qui est quand même complètement différent. C'est peut-être ça, une des intuitions fondamentales d'un Louis XI qui se rapproche, pour la fin de son règne, en fait pour la plus grande partie de son règne, à Plessis-les-Tours, d'un milieu tourangeau qui est autour de la famille de Beaune de Semblançay, qui est un milieu de deux marchands banquiers. Les premiers grands marchands banquiers français sont peut-être les Tourangeaux. Et Louis XI, qui est un homme extrêmement intelligent et perspicace, a peut-être perçu que le chevalier et le prêtre, ça représente peut-être plus grand-chose, même si, parce que les changements se font toujours assez lentement, et c'est clair que la légitimité d'un leadership, c'est de percevoir un changement que peu de gens perçoivent encore, et donc d'entrer dans une dynamique de mise en place de nouveaux fonctionnements à cause de ce changement perçu, qui n'est pas encore une fois perçu par tout le monde, loin de là. Et c'est vrai que... Et on s'aperçoit, quand on regarde attentivement les châteaux de la Loire, souvent les châteaux de la Loire ne sont pas d'initiative royale. Chambord, bien sûr, hein. Mais Chenonceau, c'est Thomas Boyer. J'oublie maintenant le nom de Hazel Rideau et de Villandry, mais des commanditaires, mais ce sont des commanditaires qui sont des marchands banquiers, souvent liés les uns aux autres par des liens familiaux, de mariage, etc. Ce qui veut dire d'ailleurs que la chute de Beaune de Semblançay, pour des raisons qu'on n'expliquera pas maintenant, on n'a pas le temps, mais cette chute va un tout petit peu disrupter le milieu des marchands banquiers. Ça, c'est très traditionnel en France, hein. Charles VII avait commencé avec Jacques Coeur, Beaune de Semblançay sera la victime de François Ier, Fouquet de Louis XIV. On a un tout petit problème en France pour dissocier le pouvoir royal du pouvoir économique, ce qui est évidemment caractéristique des anglo-saxons et qui fait que, par exemple, la révolution industrielle n'aura pas lieu en France, mais elle aura lieu en Angleterre. Voilà, c'est des choses comme ça qui font qu'un regard sur la culture permet de mettre en place et de rappeler, et ça peut aider des gens aujourd'hui à réfléchir à certaines choses. Voilà, bon, je suis assez frappé de la prégnance de la demande. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, les gens sentent bien qu'il faut, d'une certaine façon, renoncer à des solutions toutes faites, qui valaient peut-être pour des problématiques d'il y a quelques années, ne valent plus aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on va leur trouver des solutions toutes faites, mais ce qui veut dire qu'on va les entraîner vers des endroits peut-être un peu inattendus, peut-être un peu périphériques par rapport à leurs préoccupations apparentes, et que c'est finalement dans ces endroits un peu éloignés, dans ces endroits périphériques, qu'on va pouvoir inventer, sinon des solutions, au moins des voies d'approche de problématiques nouvelles, dont il n'est pas sûr d'ailleurs, si on les regarde attentivement, qu'elles ne soient pas des problématiques anciennes déguisées en autre chose. C'est vrai que la diffusion du... Enfin, c'est quand même fou de penser... il y a ce livre magnifique de
de ce grand harvardien qui s'appelle Stephen Greenblatt, qui a fait un livre qui s'appelait en anglais The Swerve, l'embardé, et qui a été traduit en français sous le titre de Quattrocento et publié chez Flammarion. Et c'est très émouvant de voir la difficulté. C'est un groupe de jeunes Florentins au début du Cinquecento qui veulent absolument retrouver un manuscrit du De Natura Rerum de Lucrèce. Et c'est vrai que c'est très très étonnant. Enfin, le livre est passionnant pour ça parce qu'il montre la difficulté d'accès au savoir. C'est-à-dire, c'est clair que le De Natura Rerum étant un livre du matérialisme absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que la matière et tout est finalement chimique, tout est atomique. C'est vrai que c'est un livre qui va contre le dogme chrétien traditionnel. Donc ce livre, forcément, il ne peut exister que dans des bibliothèques monastiques, et il va exister dans des bibliothèques monastiques, dans des endroits introuvables de ces bibliothèques. Et donc, évidemment, la quête par ces jeunes érudits florentins, puis alors, une fois qu'on l'a trouvé, vous n'avez pas d'autre moyen d'y avoir un accès définitif que de le recopier. Donc il faut rester à la bibliothèque du monastère, pour autant qu'on vous y admet, jusqu'à ce que vous ayez recopié la totalité du manuscrit, ce qui ne se fait pas évidemment en 2 temps, 3 mouvements. Et alors c'est vrai que quand vous réfléchissez, je suis souvent amené à faire la comparaison, si vous vous transportez un peu plus d'un siècle après, vous êtes à Anvers, vous êtes dans une rue, vous poussez une porte et vous êtes dans ce qu'on appelle une librairie. Chez les Plantins, qui sont par ailleurs des imprimeurs et probablement parmi les premiers très grands imprimeurs européens, mais ils ont très bien compris que l'imprimerie, ce qui est fabuleux, ce n'est pas simplement une prouesse technique, c'est le fait que ces livres qu'on a imprimés, on va pouvoir les transporter dans une autre partie de la maison, on va pouvoir ouvrir une porte et les gens vont pouvoir rentrer de la rue pour prendre le livre et l'emporter avec eux. Enfin, c'est quand on réfléchit à la relation au texte qui est celle des jeunes érudits florentins de Quattrocento, et quand on réfléchit à ce qui se passe chez les Plantins, à Anvers, c'est quand même absolument fabuleux. Et je pense que les gens ont dû ressentir la même délectation à pouvoir pousser une porte et moyennant quelque argent se procurer de manière définitive et avoir chez eux un texte assez correctement imprimé, puisque en plus il y avait là des gens qui passaient leur temps à revoir évidemment les textes des manuscrits anciens pour en produire des éditions critiques aussi. On pense à Juste Lips par exemple, qui avait son cabinet de travail chez les Plantins, c'est-à-dire qu'on lui apportait les textes, les planches des manuscrits anciens qu'il fallait transformer en livres, et il vérifiait effectivement la correction du texte. C'est évidemment tout ce qui caractérise le côté exceptionnel de la présence et de l'œuvre d'un Rubens. Rubens, ce n'est pas simplement quelqu'un qui peinturlure, c'est quelqu'un qui est évidemment très lié au Plantin. C'est lui qui fera la résurrection, qui dans la cathédrale d'Anvers signale l'autel familial, l'autel de la chapelle familiale des Plantins. Donc il sait très bien. Les Plantins, c'est aussi les gens qui vont imprimer les premières cartes de Mercator et d'Ortelius. Enfin, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que c'est cette idée que tout d'un coup on change de monde. Et je pense que tous ces gens devaient ressentir vis-à-vis de ces livres, de ces cartes, qui changeaient complètement la vision du monde. Hein. Si on revient à cette vision du monde étonnante des cartes fondées sur la vision du monde d'Isidore de Séville au VIe siècle, où vous avez la Mare Oceanum, vous avez au milieu un espèce de T qui est la représentation de la Méditerranée, et puis au-dessus du T, vous avez l'Asie, de chaque côté du T, vous avez l'Europe et l'Afrique, et vous avez les noms des 3 fils de Noé. Parce que si vous avez une vision dogmatique du monde, ben vous savez bien qu'à la sortie du déluge, il n'y a pas besoin de plus de 3 continents, puisque Noé n'a que 3 fils. Donc on ne va pas s'emmerder à avoir 4 ou 5 continents qu'on ne saurait pas à qui donner. Alors que là, il y a 3, voilà. Et c'est sûr que
Or aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir, évidemment, alors c'est un peu différent que découvrir un quatrième continent puis un cinquième, mais c'est quand même s'apercevoir que les continents d'hier ne sont probablement plus les continents d'aujourd'hui, hein, et que, bon, il doit y avoir parmi les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent des gens qui n'ont pas subi ça, mais moi j'ai subi quand même, j'ai appris le monde. Alors il paraît qu'on va restituer les cartes de France et les cartes d'Europe dans les salles de classe, à condition que ce soit des cartes qui soient justes. Moi, mon vieil ami Pierre Stragiotti, qui est l'ancien président de l'association des professeurs de géographie en classe préparatoire, me disait à propos de ces planisphères qui étaient sur les tableaux noirs de nos salles de classe, bon, enfin, cette Europe totalement surdimensionnée par rapport au reste du monde. Alors là aussi, vous comprenez, si vous avez passé votre vie devant une carte, un planisphère du monde qui vous montre une Europe surdimensionnée, vous vous dites, oh ben il n'y a pas de problème, hein. On est gros, on est grand, donc on va finir bien par s'en sortir. Puis quand vous regardez le travail de Chéri Samba, qui est un des grands fabricants d'images africains en ce moment, ce qu'il appelle la vraie carte du monde, vous la voyez à peine, l'Europe. Et c'est probablement, la vision de Samba est probablement plus juste que celle des planisphères. Alors si c'est pour tomber, si c'est pour avoir dans les salles de classe une vision du monde qui est complètement faussée, c'est très raisonnable. Enfin bon, moi je veux bien, on fera tout ce qu'on voudra, mais voilà. Mais c'est sûr qu'il faut se méfier constamment des sources d'information. Je dis souvent aux chefs d'entreprise, un chef d'entreprise se juge, alors juger est un mot stupide, mais le gros problème d'un chef d'entreprise, c'est la pertinence de la carte mentale qu'elle ou il se fait du monde. Et la carte mentale que le chef d'entreprise, il se fait du monde, elle détermine probablement un certain nombre d'éléments de stratégie commerciale qui, si la carte du monde elle, lui, porte à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même est fausse ou est faussée par des préjugés intellectuels dogmatiques, eh bien, évidemment, comment il s'appelle, Lipton, le numéro 2 de Mme Lagarde au FMI, publiait il y a quelques mois des statistiques dans lesquelles il dit plus de 50% de la croissance de la population mondiale d'ici 2050 se fera en Afrique. Alors ce que je vais dire est absolument odieux, mais plus de 50% de la croissance de la population mondiale, ça s'appelle des clients, hein, des clients potentiels. Donc si vous ne réfléchissez pas à ça, vous êtes bien gentil, mais enfin après il ne faudra pas vous plaindre qu'il y ait des... Voilà. Hein. Il n'y a plus de rampe de situation, hein, ça c'est fini. Nos petits amis chinois sont là pour nous rappeler, puisqu'ils sont à l'affût de tout ce qu'ils peuvent acheter, des robots, des chaînes de montage de nos automobiles chez KUKA, à nos aéroports, en passant par... voilà, ils sont là, bon, ils prennent discrètement, mais fermement. Ouais. Alors là, justement, donc on parle d'imprimerie, on parle de cartographie, de grands moments qui apparaissent comme des moments de rupture. Et en préparant cette conversation, vous me disiez quelque chose comme quoi vous ne croyez pas en l'innovation de rupture. Et ça, je crois que c'est vraiment aussi un de vos, pas de vos combats, mais une de Oui, oui, alors il faut se méfier. Hein. T.S. Eliot, au début de The Sacred Woods, si mes souvenirs sont bons, c'est peut-être l'épigraphe de The Sacred Woods, son premier recueil d'articles critiques. T.S. Eliot cite une phrase de Rémy de Gourmont qui dit « Ériger en loi ses impressions personnelles, c'est là le grand effort d'un homme s'il est sincère. Hein. » C'est-à-dire, on a une impression personnelle et on va en faire une loi. Alors on sait, on est conscient du fait qu'on en fait une loi, que donc on est quand même en train de faire quelque chose que peut-être il ne faudrait pas faire, parce que ça n'est guère plus qu'une impression personnelle. Mais en même temps, c'est le seul moyen de faire avancer le débat. Et c'est vrai que j'aurais tendance à penser que je méfie beaucoup de l'innovation de rupture, parce qu'il y a un snobisme de l'innovation de rupture, en particulier dans certaines entreprises. En particulier dans certaines entreprises dont la taille, par exemple, entraîne une sorte d'irrésistible bureaucratisation du fonctionnement. Et donc, peut-être pour éviter la bureaucratisation, on invoque à longueur de temps l'innovation de rupture. Moi, je ne suis pas très sûr. Enfin, si on regarde ce que c'est que... Est-ce que l'iPhone est une innovation de rupture? Peut-être. Et en même temps, je crois que pour moi, c'est assez évident que ce que fait Jobs, au fond, c'est un geste que j'appellerais plutôt personnellement de l'innovation incrémentielle. C'est-à-dire qu'il a trois choses à sa disposition. Il a d'un côté le portable, il a de l'autre Internet, il a un appareil photo.
Et puis tout d'un coup, je pense qu'il se dit, mais tiens, après tout, on pourrait peut-être mettre tout ça ensemble, alors que jusqu'à présent, personne n'avait pensé à le mettre ensemble. Est-ce que Jobs invente vraiment un objet? Non, je ne crois pas. Par contre, ce qu'il y a de fabuleux, c'est cette capacité à aller contre, effectivement, comment dirais-je, l'ordre des choses. Alors, c'est la désiloisation, c'est fondamental, c'est-à-dire supprimer les cloisons. C'est un acte fondamental du management. Je pense que les grands managers qui désiloisent, les grands leaders qui désiloisent sont rémunérés par de l'innovation. Plus un leader, je dirais, est solide, plus elle ou il va prendre le risque de recruter des choses un peu étranges, hein, et de mettre ensemble des visions assez contrastées, assez différentes. Pour ça, il faut être très solide. Je pense que la diversité du recrutement signale la force ou la solidité d'un leader. Un leader fragile va être probablement très, très craintif vis-à-vis de la nouveauté, de la différence. Peut-être parce qu'elle ou il ne va pas se sentir capable de l'assumer, peut-être parce qu'elle ou il ne va pas se sentir capable de gérer la rencontre entre. Je dis souvent que la combinaison des talents est un art particulièrement caractéristique d'un leadership légitime, la combinaison des talents. Mais pour moi, c'est... Alors tout ça se lit partout, hein, je ne suis pas très original, là, je ne fais que reprendre des choses qu'on trouverait chez Greenstein, par exemple, ou des gens comme ça, hein, ça n'a rien de très original. Mais je crois qu'il faut le redire sans arrêt. Voilà, donc oui, c'est vrai, j'ai tendance à penser que l'innovation de rupture est peut-être un mythe. C'est-à-dire que nous appelons ça innovation de rupture parce que nous ne sommes pas conscients du processus. Le processus ne nous apparaît pas clairement, et du coup, nous voyons le résultat, et en fonction du résultat, nous disons oh, ça a surgi comme ça, c'était miraculeux, c'est l'inspiration. Alors là, par contre, moi je suis très ferme. Je n'ai jamais cru que l'inspiration précède le travail. L'inspiration est la rémunération du travail. Et ça, contrairement à ce que les gens, contrairement à ce que certaines personnes veulent croire. Non. Je veux dire, je pense en ce moment, parce que je suis en train d'infliger à un certain nombre de gens des conférences sur le cubisme, et c'est clair que le cubisme, le point d'aboutissement de 1910, qu'on peut voir dans le portrait de Daniel Henry Kahnweiler, c'est clair que, et ça l'exposition du Centre Pompidou le met très bien en relief, et c'est très curieux de voir que Louis Vaucel, qui est quelqu'un qui est le grand critique de l'époque, qui n'aime pas le cubisme, mais il est parfaitement capable de comprendre l'origine du cubisme. C'est-à-dire qu'il dit, oui, d'un côté, il y a Braque qui a regardé Cézanne, et de l'autre, il y a Picasso qui regarde le primitivisme. Hein. Et puis à un moment, Braque qui regardait Cézanne est regardé par Picasso qui a regardé le primitivisme et qui en a fait du néo-primitivisme. Il ne faut pas oublier les trois baigneuses de Derain qui sont là exactement la même année que les Demoiselles d'Avignon. On oublie ça, hein, parce qu'on garde Derain 1905, Collioure, qui est un autre, d'ailleurs c'est très extraordinaire, parce que c'est un autre travail de cordée. On cite toujours la phrase de Braque sur la cordée Picasso-Braque pour le cubisme, mais il y a une cordée fauviste à Collioure dans l'été 1905 entre Derain et Matisse. Matisse ne serait jamais allé où il est allé si Derain ne l'y avait pas entraîné, et probablement le regard favorable de Matisse sur l'entraînement de Derain a poussé Derain à aller encore plus loin. Et donc cette idée qu'au fond, la conception traditionnelle de la création en atelier, qui avait été un peu malmenée par la notion de l'artiste maudit romantique, hein, dont Van Gogh est probablement une des dernières incarnations, sinon la dernière incarnation. On revient, alors c'est plus sous la forme de l'atelier parce qu'on n'est plus dans une peinture de commande, on est dans une peinture de marché, mais on revient quand même à cette notion qu'on avance que grâce à l'avancée des autres, d'une certaine manière. Ce que moi j'appelle dans les entreprises la concurrence positive. Moi je dis souvent à des gens d'entreprise, commencez par aller chez vos concurrents et regardez ce qu'ils font. Et dites-vous que si vous
vous n'êtes pas capable de faire tout ce que font vos concurrents, les gens ne viendront pas. Par contre, ce qu'il faut, c'est à la fois faire tout ce qu'ils font, plus quelque chose qui n'est qu'à vous. Hein. Ce qui fait que le client viendra, c'est qu'il se dira, oh ben ça, j'aurais pu le trouver n'importe où ailleurs, mais ça, par contre, je le trouve qu'ici. Or, je l'aurais trouvé n'importe où ailleurs, il faut quand même que vous sachiez ce qui se fait ailleurs. Hein. Et ça, c'est ce que j'appelle de la concurrence positive. Être extrêmement vigilant sur la créativité des autres pour pouvoir effectivement, bon, tout le monde se souvient de la phrase de Picasso, hein, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Hein. Cette idée qui n'est pas simplement le vol, voilà, c'est vraiment le fait de voler, de piquer. Hein. Picasso a été un très grand piqueur, enfin ça a été un très grand voleur, et ça c'est extraordinaire. Quand vous pensez que dans les ruptures de présence d'inspiration féminine, c'est-à-dire en gros entre le départ de Françoise Gillot et l'installation de Jacqueline Roch, qui n'aurait jamais dû s'installer d'ailleurs, la pauvre, parce qu'elle s'est suicidée elle aussi, donc voilà. Picasso, c'est quand même un très grand bonhomme, c'est un bonhomme absolument odieux par certains côtés, et évidemment, bon, son assimilation à la figure destructrice et dévoratrice du Minotaure, elle n'est pas là pour rien, mais c'est vrai que c'est quand même absolument fantastique, la capacité de ce type à s'imposer certaines formes de travail qui sont à la fois d'une humilité fabuleuse et en même temps d'un orgueil démesuré. Enfin quand même, en 1957, entre mi-août et le 31 décembre 1957, il va quand même faire 58 variations sur les Bénines de Velázquez. Je veux dire, il n'a pas tellement d'inspiration à ce moment-là, mais il se dit, il faut que ça bosse, il faut que les mains, elles travaillent, il faut que l'outil reste totalement performant. C'est absolument génial. Je montre en séminaire, alors il m'arrive de montrer les variations sur les Ménines, ou de montrer, parce qu'elles sont aussi très fascinantes, les variations sur le déjeuner sur l'herbe de Manet. C'est absolument étonnant comment ce type est capable, après 8, 9, 10 variations différentes sur le déjeuner sur l'herbe, d'en faire 11, 12, 13, 14, 15. S'il n'a plus de la peinture, il fait de la sculpture. S'il n'a plus de la sculpture, il fait de la céramique. C'est extraordinaire. Enfin, c'est cette capacité à rebondir sans arrêt au-delà de ce qu'on a fait soi-même, cette exigence de se porter toujours plus loin, c'est quand même absolument fabuleux. Picasso est un atelier à lui tout seul. Ce qu'on peut dire, c'est que Picasso, c'est quelqu'un qui a plusieurs personnes en lui et que il n'y a jamais une de ces personnes qui ne soit finalement au travail. S'il y en a qui s'épuisent ou qui... Voilà, il y a toujours quelqu'un qui vient secouer le cocotier et renvoyer effectivement Picasso au travail. Et ça, c'est vraiment... Là, on a vraiment l'illustration très claire, c'est-à-dire que l'inspiration et la rémunération d'un travail, c'est clair. Il ne faut pas attendre d'être inspiré pour travailler. Et c'est ça qui m'inquiète un peu dans l'innovation de rupture. On a l'impression que l'innovation de rupture, c'est... On attend d'avoir l'idée géniale, et alors à ce moment-là, et ça c'est très mauvais, parce que ce genre d'attente va conduire des gens dans l'entreprise, dans la communauté entrepreneuriale, quand des collaborateurs, peut-être pas très haut placés dans la hiérarchie, vont suggérer une petite chose par-ci, une petite chose par-là, on va les traiter en disant « ça c'est pas de l'innovation ». Bon, et évidemment, ces gens-là, le jour où ils auront risqué quelque chose, parce que innover, c'est risquer quelque chose. Dans une communauté dont on a très bien compris que, comme toutes les communautés, elle est réticente à l'innovation, parce qu'il n'y a pas de lieu plus meurtrier de l'innovation que le communautaire. Le communautaire, si on l'a toujours fait comme ça, on va vraiment pas qu'on s'emmerderait à faire autrement. Enfin, bon, voilà. Et ça, c'est la mort. Est-ce que c'est très français aussi, le fait d'attendre ça? Parce qu'on dit du français, entre guillemets, que c'est un peuple qui attend le Messie. Alors c'est probablement très français, je ne sais pas si, mais c'est probablement, vous avez tout à fait raison, d'origine religieuse. C'est-à-dire que nous sommes un peuple marqué par l'absolutisme monarchique, qui est lui-même une manifestation, même s'il y a eu un gallicanisme anti-romain, nous sommes quand même une vision, enfin la vision de l'autorité politique est extrêmement modelée sur la vision de l'autorité dans l'Église, c'est-à-dire un fonctionnement purement hiérarchique. Hein, là-haut, en haut, ils savent tout, et nous n'avons que les petits bouts de savoir qu'en haut veut bien nous révéler. Hein. Et ce qui est le contraire complet de la réforme, hein, où justement la plénitude de l'Esprit Saint est dans la communauté, hein, chacun ayant une part de l'Esprit Saint, plus on est à se rassembler, plus l'Esprit Saint effectivement va apparaître. Et c'est vrai que dans
Dans les communautés réformées les plus radicales, il se trouve que pour avoir beaucoup voyagé aux États-Unis, j'ai beaucoup travaillé et fait travailler beaucoup mes étudiants sur ce qu'on appelle les communautés Quakers. Dans les communautés Quakers, il n'y a pas de ministre. C'est-à-dire que chaque membre de la communauté est ministre. Un service chez les Quakers, c'est tout le monde rentre à l'heure, bien sûr, contrairement à d'autres endroits, tout le monde s'assoit en silence, et puis au bout d'un moment, quelqu'un qui se sent ce jour-là inspiré, après s'être examiné en se demandant est-ce que je suis bien inspiré ou est-ce que je veux simplement pouvoir faire le Claude et attirer l'attention, eh bien cette personne va se lever et va être le ministre, évidemment, du culte. C'est-à-dire c'est elle ou c'est lui qui va organiser la prière collective. Cette idée que l'ordonnancement de la prière collective, c'est-à-dire de l'essentiel, va pouvoir venir de n'importe quel individu, c'est ça aussi qui est à la source de la révolution industrielle. C'est-à-dire que si je peux organiser la prière collective, je peux aussi me permettre de changer le visage économique du monde, ce qui est le contraire effectivement du colbertisme. Le colbertisme, c'est quand même cette idée. Alors on a beaucoup parlé, on a évoqué tout à l'heure, vous l'avez évoqué Frédéric Fouquet, je crois qu'il faut, quand on va à Vaux-le-Vicomte, il faut aller dans le petit village qui est à côté de Vaux-le-Vicomte, qui s'appelle Mincé. Et à Mincé, vous avez encore aujourd'hui, avec une plaque, les ruines de la manufacture que Fouquet avait créée. Je persiste à penser, je crois que Jean-Christophe Petit-Fils le dit, je persiste à penser que la création par Fouquet de cette manufacture, qui était potentiellement une rivale pour la manufacture des Gobelins, qui était l'obsession de Colbert, elle est largement aussi responsable de la chute de Fouquet que des choses qui ont été invoquées à ce propos-là. C'est cette idée que comment un sujet pourrait-il avoir l'audace de revendiquer à son profit l'initiative d'un changement du visage économique du royaume, dont le seul changement légitime ne peut venir que du roi. Voilà. Et ça, c'est... Et alors, c'est vrai, on va le dire très rapidement pour que personne ne l'écoute et ne l'entende, mais c'est vrai que les grandes structures pyramidales des grandes entreprises françaises qui ont été nationales, puis dénationalisées, puis renationalisées par la suite, puis redénationalisées à nouveau, ce sont des structures complètement ecclésiastiques. Je suis désolé, c'est des structures où ça part d'en haut et ça descend. Et alors, du coup, évidemment, il y a une sorte de côté un tout petit peu craintif et inquiet de la base, qui se dit, oh là là, bon, et qui, si par hasard, elle prend le risque, parce qu'après tout, c'est quand même les gens qui sont au plus près du geste qui sauraient le mieux comment l'améliorer, hein, mais c'est vrai qu'on ne le leur demande jamais, et que quand par hasard, ils risquent une suggestion d'amélioration du geste, suggestions d'amélioration qui sont probablement les seuls à pouvoir formuler parce qu'ils sont les seuls à connaître véritablement le geste. Si d'en haut, pas très loin d'ailleurs normalement en remontant dans la hiérarchie, hein, si d'assez vite en haut vient un commentaire désobligeant ou critique sur la suggestion qui a été faite, alors il n'y aura plus jamais de suggestion, c'est fini. Ça, là, on a pris le risque une fois, et c'est là où je pense qu'il faut rappeler que le leader n'a pas à être innovant, hein. Le leader a à rendre les autres innovants, ce qui n'est pas du tout la même chose. On revient sur ce système de l'atelier. Rubens ne fait pas, loin de là, la totalité des tableaux qu'il signe. Il confie, il délègue à des gens la réalisation d'une partie des tableaux en fonction des compétences et des goûts qui sont les compétences et les goûts de ces gens. Rubens ne va pas s'amuser à faire des petites fleurs, etc. Il n'a pas le temps. Hein. Mais il a quelqu'un qui s'appelle Jan Bruegel de Vloer, ou Jan Bruegel l'Ancien, qui fait ça admirablement. Ça doit être un peu un soulagement pour Jan Bruegel, qui c'est jamais facile d'être le fils d'un génie, donc il a son père, Pierre Bruegel l'Ancien, qui a dû un tout petit peu... C'est très émouvant, parce que ces gens auxquels Rubens demande d'intervenir dans ses tableaux, il fera par contre entièrement de sa main leur portrait. Et ça, c'est très émouvant. Signe de reconnaissance. Et signe voilà, ce sont les gens auxquels j'ai confié ma signature, d'une certaine manière. Et ces gens, je les admire, je les respecte. Et on est là, effectivement, dans une véritable attitude de leadership qui ne consiste pas à tout faire, mais d'une certaine manière à donner envie à tout le monde de faire ou de contribuer. Ce qui suppose un accueil, ce qui suppose une bienveillance, ce qui suppose une valorisation, un accompagnement, un encouragement, une aide à rebondir au-delà de l'échec. Enfin voilà, et c'est pas un leadership qui s'impose et qui en impose, mais c'est un leadership qui suscite constamment. Et ça, je crois que c'est... Parce que là aussi, c'est très clair, j'ai beaucoup de
d'admiration, de respect et d'affection pour Nicolas Dufourcq, le président de la BPI, qui, je crois, est assez légitimement obsédé par le fait qu'il faut absolument que nous essayons, sinon de garder, parce que nous l'avons peut-être perdu, mais au moins de récupérer dans un certain nombre de domaines ce que nos amis anglophones appellent a technological edge, une sorte d'avance technologique, quelle que soit la nature de cette avance. Mais on ne peut survivre qu'avec une avance technologique qui est au cœur même de la question de l'innovation. Et cette avance technologique, elle suppose de la part des leaders des formes de recrutement et des formes de management qui vont permettre à des choses venues probablement de lieux un peu inattendus, un peu exotiques à l'intérieur de l'Hexagone, hein, parce il doit y avoir des exotismes quelque part qu'il faut absolument faire sortir, et qui vont, pas pour rien effectivement qu'un Gauguin s'en va loin, parce que pour lui c'est l'exotisme. Il faudrait revenir à la théorie de Segalen sur l'exotisme, mais c'est vrai que l'exotisme, c'est le moyen de peindre autrement. Alors, quelquefois, il n'y a pas besoin de s'en aller. Hein. Van Gogh va s'apercevoir que pour sortir des mangeurs de pommes de terre, parce que son frère Théo, ça a dû être très difficile pour Théo de lui faire comprendre, quand il est arrivé avec les mangeurs de pommes de terre à Paris, que ça allait pas le faire, là. Hein, c'était plus... Il s'était passé des petites choses dans l'histoire de la peinture à Paris qui faisaient que les mangeurs de pommes de terre, c'était bien, mais on n'allait pas vendre ça. Et la façon dont Gauguin, qui avait peut-être, on pense, découvert l'estampe japonaise avant d'arriver à Paris, mais qui va la redécouvrir chez le père Tanguy, dont il fera un portrait magnifique sur fond d'estampe japonaise qui est au musée Rodin aujourd'hui, cette humilité de Van Gogh qui copie des estampes japonaises, d'Hiroshige ou peu importe, hein, et qui par là libère en lui une nouvelle manière de peindre. C'est la rémunération de cette humilité qui consiste humblement à copier, à refaire, c'est de libérer une nouvelle manière de peindre. Et on est à nouveau dans quelque chose qui a à voir avec l'exotisme, c'est-à-dire on regarde une autre manière de peindre et humblement on repasse par les chemins de cette autre manière de peindre. J'ai toujours eu énormément d'admiration pour ce moment. Il y a à Antibes, au musée Picasso, une nature morte que Picasso a faite en 1945, je crois, une nature morte sans couleur, qui est presque une sorte de retour au cubisme et qui est extrêmement formelle, linéaire. Et on se dit, tiens, Picasso, enfin on se dit, on imagine, hein, Picasso a dû se dire, après le bazar de la guerre, au fond, l'idée, c'est qu'il faudrait quand même que chacun remette un peu en ordre la partie du réel dont elle ou il a la responsabilité. Si chacun remet de l'ordre dans la partie du réel dont il ou elle a la responsabilité, on a peut-être une chance de s'en sortir. Et cette nature morte très rigoureuse, hein, très ascétique, c'est très curieux. 2 ans après, 2-3 ans après, Matisse la copie. C'est assez fascinant de voir l'humilité d'un Matisse qui est déjà en train, plus que Picasso à l'époque, de devenir le maître des expressionnistes abstraits américains. Hein, et j'ai toujours été c'est assez bouleversant. Il s'appelle Henri Matisse, il n'a plus rien à prouver. Bon, voilà. Il est entré dans la grande période ultime des papiers découpés. Il y a là une nature morte de Picasso, il la copie. Et quand il est en train de travailler sur la chapelle de Vence, il visite Picasso, je crois que c'est à la Californie, et il voit un tableau de Picasso qui, en termes de forme et en termes de couleur, est exactement le contraire de ce qu'il est en train de faire à Vence. Et il demande si Pablo lui prêterait le tableau. Je crois que c'est Françoise Gillot à l'époque qui lui répond, mais oui, bien sûr, Pablo n'a rien à vous refuser. Et dans la chambre de l'hôtel Regina à Nice, on a une photo, c'est assez bouleversant quand même. Il y a les grandes chasubles avec ces
ce que j'appelle stupidement des épiphanies de la gommette, c'est-à-dire ces formes très très simples avec des grandes couleurs contrastées. C'est magnifique, c'est superbe. Et puis sur la commode, il y a le Picasso qui est dans des couleurs sombres, dans des formes très tourmentées, etc. C'est l'exact contraire, comme si... alors on ne sait pas si le Picasso sert à le retenir dans ou sert au contraire à lui faire radicaliser ses intuitions, mais l'idée de ce contraste est absolument fabuleuse. En fait, voilà, c'est là où on s'aperçoit que les très grands sont finalement extrêmement humbles et attentifs, c'est-à-dire décentrés, en train constamment. Ça, Picasso l'a toujours été. Picasso a toujours été... il y a une capacité de Picasso de ne rien laisser en repos. Il se sert de tout. Tout le fait rebondir. C'est ce qui est une qualité de vigilance et d'attention absolument fabuleuse. Il est constamment en train de se dire, mais là, il y a quoi là, je pourrais utiliser ça, je pourrais prendre ça. C'est fabuleux. Mais je rebondis là sur l'exemple justement de cette citation de Picasso, les bons artistes copient les génies volent. Oui. C'est pas exactement ça. Enfin, non, peu importe. Mais enfin, l'idée est là. Oui, oui. Et ça, c'était la grande maxime de Steve Jobs. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais c'était vraiment une citation qui était clé. Et Steve Jobs, d'ailleurs, avant d'inventer le Mac, il a reçu l'autorisation de la part des dirigeants de Xerox de visiter le département recherche et développement de Xerox. Et Wozniak, qui était l'ingénieur de Steve Jobs, raconte à l'époque que c'était les barbares qui débarquaient dans l'Empire romain. Oui, probablement. En fait, les ingénieurs les ont reçus vraiment craintifs et avec l'ordre des dirigeants de leur ouvrir les portes. Et ils ont copié tout. Et l'interface en fait du Mac, qui est sorti je crois 1 an ou 2 ans après, la souris, tout ça venait à la base des ingénieurs de Xerox. Du travail de Xerox. Voilà. Et c'est drôle. Oui, mais c'est... On dit Steve Jobs, tout le monde a que Steve Jobs à la bouche, mais il a eu cette intelligence finalement et cette audace d'aller chez les dirigeants. Les dirigeants n'aient pas vu ça. Il y a un côté aussi là, comme ce qu'on disait avant, des connexions de la base. Oui, absolument. Et il ne faut jamais oublier, en fait tout ce que vous dites est absolument essentiel, je crois, pour comprendre le processus qu'on pourrait qualifier de créatif de Jobs. C'est un processus créatif. Moi, ça m'a toujours frappé que Jobs ait eu une relation extrêmement proche et amicale avec David Hockney. Hockney, qui est un pur produit des Midlands britanniques au départ, il retournera d'ailleurs, il a fini par retourner en Angleterre, mais quand il habitait la Californie, on a des photos, pas très nombreuses, parce que les gens ne faisaient pas attention, mais on a quelques photos qui montrent effectivement Hockney à Mountain View. Et Hockney ne fait pas mystère de sa fascination pour l'iPhone. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il aurait dit un jour à Jobs, l'iPhone c'est génial, mais je rêve d'un écran plus grand. Alors on voit bien à quoi ça serait, vers quoi ça aurait entraîné. Mais c'est vrai que, pas la dernière rétrospective de Pompidou, mais l'avant-dernière rétrospective de Hockney, qui n'était pas venu en France d'ailleurs, qui avait eu, en dehors de la Tate Modern, elle avait eu 2 points de chute, qui étaient le Guggenheim à Bilbao, et puis la collection Ludwig à Cologne. Moi, j'avais eu la chance de la voir à la collection Ludwig à Cologne, et il y avait là 3 salles à la suite, volontairement organisées stratégiquement, de façon très claire. C'était le message, c'était ça. Après, comprenne qui pourra, comme disait l'autre, mais le message était très clair. Ces 3 salles étaient organisées exactement de la même manière. On rentrait dans une salle et on avait sur les 4 murs de la salle le même coin d'un bois du Yorkshire où Hockney est retourné vivre, puisqu'il veut passer la fin de sa vie dans le lieu de son enfance, de ses racines, donc les Midlands britanniques. Il y avait un coin d'un bois du Yorkshire aux 4 saisons, peint. Ensuite, le même coin dans la deuxième salle, le même coin d'un bois aux 4 saisons sur les 4 murs en vidéo.
Et ensuite, dans la troisième salle, le même coin de bois sera en iPad. Voilà. Et ça, c'est, je pense que... Et alors, c'est très curieux parce que si on réfléchit, toujours pour revenir à mon histoire du cubisme, dans les petites conférences que je fais en ce moment sur le cubisme, je commence par quelque chose qui est ce que j'appelle le temps des ismes, hein, parce qu'on voit bien quand même, là ça se bouscule, entre l'impressionnisme, le fauvisme, l'expressionnisme, le futurisme, le suprématisme, le dadaïsme, le cubisme, etc. On sent bien qu'il y avait de l'isme partout, et que cette prolifération des ismes, qu'on appelle aussi le temps des avant-gardes, c'est parce que la peinture était profondément inquiète. Il y avait, alors, c'est assez bien qu'on ait refait qui était une exposition extrêmement intéressante. D'ailleurs, j'ai trouvé le Luxembourg a eu le mérite de faire une exposition Mucha qui était à la fois originale et qui, dans un espace extrêmement réduit, celui du Luxembourg, arrivait quand même à intégrer des tas de choses et à intégrer en particulier une réflexion sur l'épopée serbe, c'est-à-dire cette fin de la carrière de Mucha qui est le contraire pratiquement de ce qu'il a fait toute sa vie et dont on soupçonne vaguement qu'en fait Mucha devait se dire que ce qu'il avait fait avant c'était quand même pas grand-chose et que son œuvre majeure c'était l'épopée serbe qui n'a toujours pas trouvé de lieu définitif d'exposition puisqu'on est toujours en train de se demander où on va la mettre, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Bon, et c'est vrai, mais en même temps, si vous voulez, l'affiche pour la peinture, c'était bon, est-ce que ça vaut le coup de peindre si on, bon, alors, je ne parle même pas de la photographie. Là, c'était absolument dramatique. L'arrivée de la photographie, c'est la fin de la peinture. Enfin, c'est voilà, bon, et l'arrivée du cinéma. Moi, je cite souvent cette phrase. Peut-être la citation n'est pas parfaite, mais c'est quand même bien ça. Je crois que c'est, enfin je suis sûr que c'est Gauguin qui écrit à son ami Daniel de Montfred, qui fait partie de ce groupe d'intellectuels catalans qui ont joué un rôle très très important, fin 19e, début 20e, dans la diffusion des avant-gardes. Et Daniel, il dit à Daniel de Montfred, en parlant des photographes, vous verrez qu'un jour leurs images auront des couleurs et qu'elles bougeront. Le jour, évidemment, où les photographies auront des couleurs et qu'elles bougeront, là, il y a un vrai problème. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que le fauvisme ou l'expressionnisme, il va y avoir bientôt une exposition rétrospective du Blauer Reiter à l'Orangerie sur Auguste Macke et Franz Marc. On sent bien que l'exacerbation de la couleur, c'est un moyen d'échapper à la concurrence de la photographie. C'est-à-dire que, désolé, nanana, nous, la peinture, on sait faire de la couleur, vous, les photographes, vous ne savez pas. Voilà. Et on voit bien que les futuristes italiens ou Duchamp en 1912 avec Nu descendant un escalier, c'est la réponse à la chronophotographie qui est en train de se développer avec des gens comme Marais ou des gens comme Muybridge aux États-Unis. Vous voulez faire du mouvement, ben nous aussi, on sait en faire. Bon, voilà. Alors, et en même temps, ce sont des formes absolument prodigieuses de progression de la peinture, bien sûr. Hein. De même qu'il y a chez Hockney cette capacité à travailler peinture, vidéo et iPad. Enfin, c'est tout à fait saisissant. Et là, on peut dire que Hockney est un grand leader vis-à-vis de lui-même. Parce qu'à la fois, il s'impose de travailler dans les trois genres, il ne hiérarchise pas les trois genres, il pratique les trois supports, et voilà. Et ça permet effectivement de renouveler. Et puis peut-être de dire qu'au fond, les trois supports ne sont pas destinés au même public. Bon, tout à fait, après, on voit. Mais il y a... capacité, enfin bon là aussi c'est des poncifs, moi j'ai une admiration énorme pour le travail d'Armand. Armand c'est quelqu'un qui a vaguement compris, je crois. Est-ce qu'il l'aurait expliqué comme ça? J'en suis pas sûr. Mais quand vous regardez Armand, vous vous dites Armand il a compris à un moment qu'on allait pouvoir faire de la peinture sans pinceau et sans tube. Et il s'est dit, qu'est-ce que je fais de mes pinceaux, de mes tubes et de mes brosses? Ben, il en a fait des objets, c'est-à-dire ces choses sous altuglace où on voit des traînées de peinture avec les pinceaux, des brosses bleues, etc. C'est magnifique. Et quand on pense que l'impressionnisme n'a été rendu possible que par la peinture en tube, et que d'une certaine manière Armand célèbre la fin de la peinture en tube, tout en disant on ne jette pas, on utilise, parce que c'est ça la grande question. Alors c'est là où évidemment les directeurs financiers des boîtes sont absolument fascinés par ce genre de truc. Parce que
on leur dit, en fait, ce qu'on est en train de leur dire, ce qui les arrange beaucoup, c'est ne donnez pas trop de budget d'innovation, parce que finalement, si vous donnez beaucoup de budget d'innovation, les gens vont se dire, alors, on dépense et on fait n'importe quoi. Alors, si vous leur dites, écoutez, tâchez d'innover avec les restes. Ça aussi, je crois que je ne pense pas me tromper en pensant que Jobs avait une fascination pour les restes. Il disait toujours, on innove avec les restes des innovations précédentes, qu'on a soigneusement conservées dans un coin pour. Et ça, c'est... Il y a une petite vertu de la saisie économique, c'est-à-dire, ça sert peut-être à rien de dépenser beaucoup d'argent sur... peut-être que de dire aux gens, écoutez, faites avec ce que vous avez, hein, obligez-vous à inventer une autre utilisation pour les choses. Et ça, pour moi, c'est magnifique dans la... C'est peut-être ce que je préfère dans la carrière d'Armand, c'est toutes... qui sont vraiment magnifiques. C'est toutes ces méditations sur les outils déjà presque périmés de la peinture, mais qu'on ne va pas jeter, dont on va se servir pour faire des objets qu'on vendra, bien sûr, et qui à la fois sont un deuil de la peinture traditionnelle et en même temps une ultime manière de sauver la peinture traditionnelle. Ça, pour moi, c'est très, très, très étonnant. Quel serait votre ultime conseil pour la jeune génération de start-upers qui peut-être nous regarde Ou une ultime référence, un ultime... Oui, non, je crois que ce serait le... Oui, ce serait le côté panoramique du regard. Alors, il y a un danger dans le côté panoramique du regard, c'est le manque d'attention. Mais je pense que combiner, alors c'est la vieille idée de Nicolas de Cuse, la coincidentia oppositorum, la coïncidence des contraires, combiner attention et diversité, hein, c'est-à-dire on ne peut pas être entrepreneur probablement sans... On ne peut pas être un start-upper, un entrepreneur, si on n'a pas un regard un peu exotique, si on ne va pas regarder dans des endroits où on n'était pas censé aller regarder. Et ça, pas de manière trop rapide et trop fugace, faut pas non plus s'obséder, mais donner une attention nécessaire, la double qualité de l'attention et de la diversité du regard. Souvent, les solutions sont ailleurs. Hein, et je pense que j'ai cette formule un peu idiote du leader caractérisé par un strabisme divergent heureux. J'ai toujours pensé que les deux yeux d'un leader ne peuvent pas être ni sur l'extérieur de la boîte, ni sur la boîte. Il faut un œil sur la boîte et un œil sur l'extérieur de la boîte. Pour voir comment ça se passe à l'intérieur de la boîte, ça va faire en sorte que ce qui se passe dehors soit plus un obstacle, mais une opportunité. C'est parce que ça bouge dedans que la manière dont ça bouge dehors ne va pas apparaître comme un obstacle, mais va pouvoir être utilisée comme l'opportunité d'un rebond. Et ça, je pense que si on est un bon start-upper, cette sorte de ce strabisme divergent heureux, c'est très important. Comment ça bouge dehors? Et comment la manière dont ça bouge dehors, il faut que j'arrive par la façon dont ça bouge dedans et dont je fais bouger le dedans, à faire en sorte que dehors n'apparaisse pas comme un obstacle, mais bel et bien comme une opportunité. Ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, éviter les opticiens. Ne pas vouloir trop vite corriger un strabisme divergent heureux, mais au contraire l'habiter. L'habiter de manière fructueuse, féconde. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Merci Frédéric pour votre accueil.